une fois qu'on a le quorum, on va regarder l'ordre du jour. Une secrétaire ou un secrétaire de séance. Madame Niviski, je vous remercie. Voilà. Il n'y a pas de dossier sur table particulier. S'il y en a un, il y a rajout d'une subvention, et c'est ma faute, c'est moi qui ai fait rajouter une subvention de 250 €. Bon, et après, on va arrêter, parce que c'était dans l'année ce qu'on n'avait pas pris en cours d'année. Ah. Alors, une fois qu'on a dit ça, finance, fiscalité, Roland Moulinier, vous avez la parole. Oui. Bonsoir. Bon, donc, vous avez sous les yeux comme moi, je suppose. Donc, au niveau de l'attribution de compensation, il y a une modification du montant de l'attribution pour les communes Beauregard, Pérignac et Villac en raison du coût de sortie du périmètre du SMD3, ce qui fait que l'attribution de compensation définitive au 31/12/2024 en fonctionnement versé par le CPI, par le PCI, pardon, aux communes sera de 4 517 964,67 € et le PCI recevra en assez d'investissement par les trois communes que j'ai citées tout à l'heure, 21 928,49 €, à savoir pour Beauregard 9 401,61 €, pour Pérignac 8 563,81 € et pour Villac 3 963,07 €. Voilà, ça a été discuté, vous le savez, c'était discuté un petit moment, mais bon, il fallait en fin d'année régulariser le solde des AC qui sont versés tous les 3 mois, tous les trimestres. Voilà, est-ce qu'il y a des objections, des abstentions? Je vous remercie. Il y a des remarques légitimes qu'avait fait Lionel Armagnan sur un certain nombre d'éléments dans ce transfert. Et Nicolas te rappellera, parce qu'ils ne m'ont pas confirmé, il y avait un principe de réunion le mercredi 18 décembre à 10 h. Avec Lionel, on avait fixé ça. Et j'avais vu ça avec Delpech, Delpeux. Et il faudra vérifier que cette réunion tienne toujours si le président Laporte veut venir. Voilà. Puisque pour compléter, bon, les trois communes maintenant adhèrent au CIRTOM. Comment? Vous adhérez au CIRTOM? Oui, certainement, oui. Oui, en principe. On est plus au SMD3. Oui, pas tout à fait. On te ramasse les ordures quand même. Il y a le conseil d'administration qui se réunit mardi 17 et je ne pourrai pas y être parce qu'il y a un GAL aussi à Sarlat, du leader. Donc ceux qui y seront m'excuseront, ils me représenteront. Où ça va? Donc certains, oui, mais moi je suis au GAL, je n'ai pas la GAL. Ici le client, je crois, il y a un certain nombre de clients. Moi j'y vais. Ouais, moi si tu vas, on représentera la communauté de communes avec les collègues qui sont ici. Alors, après, il y avait des problèmes de créance. Alors attends, on fait pas fini. Il y a les DM d'abord, il y a des DM, la DM numéro 3 du budget annexe assainissement. Alors, la première partie, c'est du prévisionnel, c'est en prévision. Il y a en dépense 15 000 € de titres annulés sur l'exercice antérieur, c'est prévisionnel. Ce n'est pas réel, on ne sait pas. On verra en fin d'année s'il y a des titres annulés. Et on a prévu 15 000 € pour cette assainissement et en recette 15 000 € sur le produit des redevances. Donc ce qui fait un équilibre de 15 000 €. Également, au niveau de la section, ça c'est en fonctionnement, en investissement, il y a des dépenses supplémentaires au niveau du diagnostic de Condat, 1 500 €, du diagnostic de Pasayac, 4 000 €. Là, le montant de la réhabilitation de la steppe de Pérignac pour 152 000 €. La réhabilitation du bourg de Chavagnac en moins, donc il ne sera pas réalisé au moment, de moins 56 800. Et ensuite, l'emprunt, c'est une réimputation sur une opération d'ordre de 25 000 € que vous trouverez
dépenses et en recettes. En recettes d'investissement pour couvrir les dépenses, je vous ai cité, il y a zonage assainissement 20 000 euros. Monsieur Harel, zonage assainissement, et 20 000 euros, c'est la suite de subvention. Il n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Oui, c'est une subvention versée pour. Par agent de l'eau. Agence de l'eau, ouais. D'accord, ok. C'est bien ça, d'accord. Et donc, en recette, il y a 80 700 euros pour la steppe de Pérignac. Voilà, pour cette DM du budget annexe assainissement. Pourquoi il y a 80 000 euros en recette et 56 000 de moins en investissement? Mais oui, ça revient là, ça va là. 56 000 euros de même, ça Oui. fait loin. Non, mais toi, tu as bien 127. Monsieur Harel, une question qui est posée. Pour la steppe de Pérignac, il y a déjà eu des crédits de dessus. Oui, tout à fait. C'est des crédits supplémentaires. Des crédits supplémentaires. Des crédits supplémentaires. Les dépenses, ce sont des crédits complémentaires. Des crédits Sur la steppe de complémentaires. Pérignac, il était prévu au budget 10 000 euros d'opération. Voilà, c'est ça. Seulement, puisque du coup, on ne pensait pas traiter le marché avant la fin de l'année, ce qui a été fait. Donc, du coup, vous mettez 150 000 euros de crédit sur la steppe de Pérignac, qui correspond à la réalité du marché, et en face, on met la subvention à hauteur de 80 000 euros de la part de l'agence de l'eau. C'est ça. Il n'était pas encore affecté quand on a au budget principal. Voilà, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Au niveau du budget principal, ADM numéro 2, alors là c'est pareil, au niveau des titres annulés, c'est des prévisions. Et il y a la mise à disposition des agents des communes membres, 13 478, c'est une dépense a priori supplémentaire, M. Harel. C'est bien ça? Il y a une dépense supplémentaire. Hein? C'est un réajustement, puisque sans doute il y a eu des agents qui ont dû monter de... Pas du tout, c'est pas du tout ça. Pas ça. Parce qu'en fait, c'est la mise à disposition des agents de la part des communes, la Oui. période du périscolaire. Ce qui se passe, Ah, c'est pour le périscolaire. Il y a des communes qui ont facturé en toute fin d'année, en 2023, et ça a été imputé sur 2024. Il s'avère qu'en 2024, on paye la totalité de 2024. Donc, ce qui fait que pour l'annuité, j'ai pas assez de explique pour le solde 2023 et 2024. Donc, 2024 sera une année un peu plus importante. Mais en 2025, on n'aura que 2025. Et d'ailleurs, pour 2025, ce que je vous ai demandé, c'est que ça soit payé au semestre, et non pas soldé à la fin de l'année, comme ça va éviter ce genre d'erreur. Et qu'au niveau de trésorerie pour les communes qui attendent, certaines communes en tout cas, ça sera payé au semestre, plutôt que de le faire en fin d'année. Donc voilà l'explication. Et puis c'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Concernant les créances, je laisse la parole au président. Puisque... Ah non, c'est pas son blanche. Alors. Sur ces créances, c'est un dossier d'ailleurs qui est déjà un peu ajourné la dernière fois. Parce que je m'étais aperçu qu'il y avait des gens qui apparemment, je ne sais pas pourquoi, ils n'avaient pas payé, c'était beaucoup d'assainissement. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est toutes celles qui sont vraiment perdues, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans que la relance a été faite, donc c'est obligatoire, on ne peut plus rien poursuivre. Donc, on abandonne, Nicolas, uniquement celles qui ont plus de 4 ans depuis la dernière relance. Hein, c'est ça. Par contre, les autres, la grande majorité, j'aimerais qu'on se réunisse avec les maires de chaque commune pour que vous nous disiez, bon celui-là c'est pas la peine, celui-là c'est un vrai, même un cas social, il est dans une situation difficile, c'est pas la peine. Par contre celui-là, il a tout pour payer, parce qu'il y en a quand même pour plus de 13 000 euros je crois. Ouais. Alors bon, il n'y a pas de raison, j'ai vu quelques noms que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas payé. Est-ce que c'est qu'ils voulaient montrer leur mécontentement? J'en sais rien. Mais ça serait bien qu'on fasse le point ensemble.
Et pour vous les maires, c'est relativement facile. Vous lui dites ça fait 2 ans, 3 ans que ça traîne. Et jusqu'à présent, on n'a rien fait. Jusqu'à présent, on peut même vous donner le bon rôle. J'ai demandé qu'on ne t'embête pas, mais maintenant, c'est plus possible. Je ne peux plus courir. Et si, voilà, vous pouvez lui dire ça. Et si vraiment il n'y a rien à recouvrir, on fera des longues valeurs. Voilà. Vous êtes d'accord pour qu'on le fasse en 2 coups, qu'on essaye d'en récupérer un peu, quoi. En fait, il ne paye pas l'eau non plus. Ça, c'est toujours quelque chose. Il ne paye pas l'eau non plus. Bon. Parce que s'il ne paye pas la facture du bien, Ouais. il ne paye ni l'eau, ni l'assainissement. Ouais. Donc il faut qu'on regarde un peu ça avant de les mettre en non-valeur et de tout. Est-ce qu'il ne faut pas faire la parallèle avec l'eau? Ouais. Je ne sais pas. Mais il va falloir, pour ça, je te dis, avant de mettre en non-valeur, il faut qu'on se réunisse, qu'on reprépare un peu. La fourmi, ils vont fichier. Ça m'étonne que le syndicat des eaux ait laissé tomber aussi. Demain matin, on a une réunion où en principe le président de maison sera là, et il y a une question à lui poser et lui dire, bon, on voit tout ça. Donc je pense que c'était un peu, bon, il n'y a rien d'urgent, c'est le percepteur qui nous demande, mais on n'a pas réfléchi vraiment pourquoi on les mettait en non-valeur. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on va regarder un peu comme ça. C'est pas forcément du mécontentement. Ouais. Ils sont contents de l'eau. Ouais. C'est pas mécontentement à notre égard. Ouais, mais je sais pas, il faut... Globalement, J'en sais rien. Il faut qu'on regarde, commune par commune, individu par individu, pourquoi ces sommes n'ont pas été réglées. Voilà, donc on accepte aujourd'hui, on met en non-valeur uniquement ce qui a dépassé, celles qui sont éteintes, ouais, c'est le terme. Après, donc, je vous propose une demande de subvention. Alors, ça traîne un peu chez nous, et on ne l'avait pas mis, celle-ci, et j'ai retrouvé un éducateur qui m'en a rappelé. Alors, c'est une association qui est sur Terrasson, ça je pense. C'est Académie Sport et Culture, où il y a pas mal de boxe pour les dames. Il y a les dames qui font de la boxe éducative. Voilà. Ouais, siège à Terrasson. Donc j'avais reçu le courrier le 29 janvier, mais on ne l'avait pas repassé à nous quand on avait fait nos subventions. Donc j'ai dit que pour permettre aux dames de faire de la boxe, on leur donnerait 250 €. Y a-t-il des gens contre la boxe féminine? Non. Il y en a qui s'abstiennent? Non. Je vous remercie pour elle. Développement. Alors, théoriquement, c'est à Dominique Durand de le faire, mais il est président de l'EPIC. Donc, ouais, il peut le présenter quand même. Et moi, je le mettrai au vote. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, voilà, l'EPIC, vous savez, vous connaissez. Je vous rappelle la convention d'objectifs et de moyens, donc, qui est entre l'EPIC et la communauté de communes. Donc, il y a 6 objectifs. Le premier est de redonner au territoire et aux sites touristiques la fréquentation quantitative des meilleures années. Le deuxième objectif, faire connaître et reconnaître ce territoire Vézières-Périgord-Noir, entre guillemets, l'aventure humaine, donc la faire reconnaître par ses habitants, ses acteurs touristiques et surtout à l'extérieur. Le troisième objectif, c'est d'augmenter les ressources financières liées au tourisme par l'optimisation de la perception de la taxe de séjour et l'augmentation des recettes de l'Office de tourisme, de réduire d'autant la contribution de la communauté de communes et assurer le véritable caractère industriel et commercial à l'EPIC, et optimiser la recette de la boutique de l'Office de tourisme suite au décrochage de l'année 2023. Le quatrième objectif, c'est développer et moderniser l'Office de tourisme du territoire. Cinquième objectif, le tourisme, le considérer comme une politique publique sans frontières avec un objectif qualitatif et quantitatif d'accueil. Et le sixième objectif, finaliser les fondations de l'EPIC dans son organisation et son fonctionnement. Donc par rapport à cette fondation d'objectifs et de moyens, l'Office de tourisme, donc EPIC, a l'obligation de vous fournir
un budget prévisionnel avant le 15 novembre. Donc la date est un peu passée, mais on va vous fournir un budget prévisionnel pour 2025. Donc ce budget prévisionnel, le fonctionnement, il s'équilibre à 441 965 euros. Alors je vous donne quelques détails. Les charges à caractère général, donc elles y sont pour 135 180 euros. Alors là-dedans, les postes les plus conséquents sont, c'est pas dans l'ordre d'importance, hein, mais je vous donne quelques chiffres. C'est 12 000 euros d'achat boutique, c'est 30 000 euros de reversion de commission et de courtage sur les achats, dont parmi ces 30 000 euros, il y a la reversion de la billetterie du musée de la médecine. Il y a 9 000 euros pour les salons, plus, enfin ça c'est l'adhésion aux foires et expositions, donc le stand. Il y a les frais de déplacement des agents qui vont sur les salons, donc il y en a pour 3 600 euros. Et il y a des cotisations diverses pour 7 500 euros, qui sont des cotisations, par exemple, à la MONA, qui est l'ancien comité régional du tourisme, donc la Nouvelle-Aquitaine, l'adhésion à l'opération Templier, l'adhésion à Dordogne-Vallée, voilà, c'est des cotisations comme ça. Donc, après ces charges à caractère général, donc, on arrive aux charges de personnel et les frais assimilés. Donc là, il y en a pour 298 500, dont 164 000 pour les salaires nets et le reste pour les cotisations. Voilà, donc ce qui nous fait un total de 433 680, et ensuite nous avons les opérations d'ordre pour arriver à 441 965 que je vous ai donné tout à l'heure. Pour équilibrer cela, eh bien, il y a des recettes, heureusement, mais parmi ces recettes, vous allez être concernés. Donc les recettes sont les ventes de produits fabriqués et les prestations de services pour 132 285. Donc parmi ceux-ci, les prestations de services pour 41 620, ce sont surtout des adhésions. Les ventes de marchandises pour 42 845, c'est ce qu'on prévoit de vendre en boutique. Et les autres produits d'activité annexes, donc les abonnements, ce sont les publicités pour 47 820 euros. Et à ce propos, le décrochage, pourquoi vous avez marqué décrochage de l'année 2023 pour les ventes en boutique? Ça correspond à quoi? Parce qu'en 2023, voilà, la boutique avait beaucoup chuté et malheureusement, elle n'a pas beaucoup remonté en 2024. Il y a du travail à faire sur la boutique et il y a du travail à faire à deux niveaux sur la quantité de produits vendus, bien sûr. Donc peut-être aussi sur la présentation, mais ça, il faudra y revenir. La présentation, par exemple, il faudra peut-être acheter du mobilier. Donc voilà, ce serait bien que aussi on ait les moyens, qu'on ait les ressources nécessaires pour acheter du mobilier. Voilà, parce que cette année, on a essayé de faire un budget provisionnel sans toucher la contribution d'équilibre de la communauté de communes. Mais voilà, donc il faut qu'on augmente les recettes pour avoir les moyens d'acheter des présentoirs qui sont un peu plus vendeurs que ceux qu'on a. Et peut-être aussi le deuxième niveau, c'est de changer notre système de vente, à savoir qu'on n'a pas beaucoup de marge sur les produits vendus. Et ça, c'est... Voilà, il est prévu, on en a parlé aujourd'hui, il est prévu une réunion avec les producteurs et les opérateurs de boutiques pour étudier ces possibilités de marge différentes. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on espère qu'on touchera 100 000 euros de taxes de séjour. Le budget précédent, il était à 96 000. Je ne sais pas si... Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, la taxe de séjour, elle est compliquée. On n'a pas tout rentré. Pour moi, ce sont des sommes qui sont optimistes. Après, voilà. Mais je vais vous dire, les sommes que je viens de vous dire en vente de boutique, notamment, pour moi, sont optimistes aussi. Voilà. Pardon? La boutique, elle est surtout à Hautefort. Il y en a une petite à Terrasson, mais la boutique la plus importante, elle est à Hautefort.
En fait, la boutique, c'est comme tout commerce, c'est d'abord une surface. S'il n'y a pas de surface de vente, il n'y a pas de possibilité de vendre. Donc, à Terrasson, il y a très peu de surface de vente, à Hautefort, il y en a un peu plus. Et à Hautefort, voilà, il y a un peu plus de dynamisme au niveau des producteurs et des vendeurs de. Comme tu disais, ça pêche aussi par la présentation, Oui, par la mise en valeur on est bien d'accord. de la boutique, on en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Quand ce sera comme ça, c'est pas très heureux la présentation. Voilà. Et ça, on le voit à tous les niveaux. Dès que c'est mieux présenté, c'est mieux vendeur. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, vous en étiez. Donc oui, on estime 100 000 € de taxe de séjour. Je croise les doigts. Et ensuite, donc, ce qui nous fait la recette de gestion, donc ça fait 233 285. Et en produit exceptionnel, donc c'est la subvention d'équilibre qu'on demande à la communauté de communes, comme celle de l'année dernière, à 198 000 €. Voilà. Donc ce qui nous fait un équilibre de dépenses et de recettes à 441 965. Alors, le budget d'investissement, il n'y a pas la peine d'en parler, il n'y a pas d'investissement, il n'y a que des opérations d'ordre. Donc voilà, c'est des opérations d'ordre, amortissement, virements qui n'ont, comment dire, il n'y a aucune intervention de notre part là-dessus, ce sont que des écritures administratives. Voilà. Donc je vous redis, il s'agit d'un budget prévisionnel. Déjà, quand on aura pu faire le compte administratif de 2024, on sera plus proche de la réalité sur 2024 et ça nous permettra peut-être aussi d'être plus près de la réalité sur le vrai budget 2025. Voilà. S'il y a des questions, je peux bien essayer de Pour répondre. retenir, c'est à partir de ce budget, on verse 194 000. C'est ça qu'on retient pour l'instant. 390 000. C'est important. L'écart est important. Le trésorier, il attache beaucoup d'importance aux détails. Oui, oui. Il a raison. Merci Alors, Jean-Jacques. il y a eu un Merci colis Jean-Jacques. aujourd'hui où l'intérêt d'un colis, c'est qu'on a souhaité qu'il n'y ait pas que des élus, qu'il y ait des professionnels du tourisme qui soient associés. Alors il faut leur donner peut-être une envie de venir et de reparticiper. Aujourd'hui, il y avait le nouveau, mais les directeurs ont changé aussi. Alors nous, il a fallu un peu de temps pour que ce côté sous forme d'épique commence à fonctionner. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer, mais il y a aussi les directeurs qui ont changé. Donc le château, il y a un nouveau directeur. C'est la première fois que je le rencontre, moi, c'est vite, la première fois que je le vois. Il nous a fait part d'une volonté de s'engager sur le territoire forte, avec des investissements relativement importants pour le château cette année. Alors des investissements, mais aussi changer un peu la philosophie de communication, d'attractivité du château et d'être un élément fort de développement du territoire. Donc, on va voir, ils mettent un peu d'argent sur la table. Voilà. Donc c'est un élément. Nouveau directeur, moi c'est la première fois que je le rencontre. Mais toi tu l'avais rencontré. Oui, il est très attaché à développer le partenariat entre les sites et les hébergeurs. Ce qui n'avait pas été le cas au début, où chacun s'était un peu replié sur lui-même. Mais à preuve de faire se replier sur lui-même, ça n'a pas donné des résultats formidables. Donc ils changent leur politique et ils se rapprochent de ce qu'on souhaite. Il en est de même pour Bovetti, qui a un nouveau directeur. S'ils ont mis un nouveau directeur, c'est qu'ils veulent aussi peut-être que les choses changent. Une Bovetti est assez présente sur toute la vie locale, mais bon, c'est aussi que ça change. La parc d'Acrobranche de Tenon existe toujours, mais je crois que là aussi, ils cherchent des repreneurs aussi en ce moment. Voilà, donc tout ça fait que on a du travail, Dominique a du travail, on a à mettre beaucoup de choses
en route avec l'équipe qui est en place. Et on a la communauté de communes et le président, on a dit qu'il fallait qu'on travaille plus que ce qui était fait. Ça ne suffit pas de faire un codir et encore avec des documents qui arrivent en retard. Il faut, je sais pas, voir avec le personnel aux bonnes places et aux bons postes. Donc, je vous l'ai demandé, mais je ne l'avais pas trop, mais là, il va y avoir une réunion. Voilà, il y a sur la taxe de séjour, réfléchir, parce qu'à mon avis, il y a une grosse fuite de gens qui ne déclarent pas. Alors, il faut aussi qu'on regarde. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Il y a de moins en moins, mais il y en a encore. Mais non, ouais, on a passé de 40 000 à 96 000. On avait doublé. Il y en avait qui déclaraient rien du tout, enfin, Ouais. qui n'existaient pas officiellement. Maintenant, on en a aussi qui ne déclarent pas tout. Ils déclarent, mais pas tout. Donc il faudra faire un peu de police. Donc, il y avait les taxes de séjour, il y avait le projet avec le château et d'autres, le projet territoire. Il y a éventuellement ce que demande Mme Bourra depuis des années pour remettre en route, c'est du tourisme industriel. On a vu que sur l'Iméra, cette année, la journée du patrimoine, beaucoup de gens avaient visité les carrières ex de Bontemps, les carrières de l'Iméra, et que ça serait bien d'organiser sur un jour ou 2 jours une visite d'une entreprise du patrimoine, et sur Hautefort, on a la chance d'en avoir. Après, un restaurant où on mange, un site qu'on visite. Donc tout ça, bon, il y a des choses à faire et à dynamiser. Voilà. Donc on a dit que maintenant, il fallait, parce que quand on se réunit, on peut dire, c'est essentiellement de l'administration, on effleure tous les sujets, on parle de tout, on ne règle rien, et on revient au prochain où c'est toujours pareil. Donc dorénavant, on fait des commissions où on prend un sujet, on y met le temps, vous y mettez le temps qu'il faut, et puis on essaye d'avancer. Alors Dominique, c'est pas facile, il se bat sur ce dossier un petit peu. Voilà. Non, mais bon, parce que c'est quand même pas loin de 100 000 € qu'on met. Donc il faut bien qu'il y ait quelques retombées pour l'ensemble des communes. Alors après, rien n'est. Il ne faut pas dire que rien n'est fait. Terra Aventura, ça marche dans certaines communes. Il y a, décrit mieux que moi, il y a pas mal d'opérations qui existent. Et qui... Oui, il y a 3 Terra Aventura, donc Terrasson à Hautefort et à Tortorac, et les 3 marchent très bien. On a à peu près 7000 visiteurs par an sur les Terra Aventura, sur chaque Terra Aventura. Là, il va y avoir Cette mille connexions, ça veut dire 2 ou 3 fois ça. Oui, voilà, oui, tout à fait. Fois. Tout à fait. Oui. Donc ça fonctionne très bien, ça coûte un petit peu, ça ne rapporte pas, mais bon, ça fait de l'animation. Voilà. Dans l'esprit du coin. Après, il y a d'autres choses là, qu'ils ont créées cette année. Ben, cette année, il y a le jeu qui a tué Arthur Villac, là, qui donc est un jeu d'énigmes sur plusieurs communes. Et il va y avoir sous peu les micro-aventures sur d'autres communes, mais également aussi sur d'autres territoires, puisqu'ils vont être, la micro-aventure va être sur Brive, sur naturellement Périgord et sur Vézères-Périgord-Noir. Mais c'est nous l'initiateur du projet, donc c'est le territoire principal, c'est le nôtre, et on en paie. D'ailleurs, c'est des opérations qui coûtent. C'est quelque chose qui va coûter pas loin de 10 000 € pour nous, 18 000 € en tout, la micro-aventure. Mais on va être la troisième micro-aventure de Nouvelle-Aquitaine, et la cache finale sera à Agen. Voilà. Parce que le thème ce sera les chevaliers, donc templiers, hospitaliers, mais résumé sous le nom de chevaliers. Voilà. Et voilà, Arthur Villac sera sur une autre partie du territoire, donc Casaillac, Cadornac, je crois, Condat, Terrasson, j'en ai vu sûrement. Donc après cette année, ce qui a été fait aussi comme nouveauté, c'était avoir une présence hors les murs, c'est-à-dire
représenter l'office de tourisme là où le touriste se trouve, c'est-à-dire sur les manifestations. On a fait pas mal de manifestations, donc on a la fête médiévale, on était un peu partout. Et puis les marchés, voilà, les marchés. Et puis on a donc les marchés tous les marchés de terrasson les jeudis matins. D'ailleurs, on a fermé le bureau d'accueil le jeudi matin pour être sur le marché. On était sur le marché de Tenon également le mardi matin. Et d'ailleurs, l'année prochaine, Tenon sera ouvert, ou du moins sera tenu par les agents de l'office de tourisme 2 matinées par semaine, le mardi matin donc sur le marché devant la mairie et le lundi matin dans les locaux de France Service. Voilà. Et en sachant que Dominique le dira mieux que moi, que les locaux de France Service auront la disponibilité de fournir toutes les informations aux touristes qui viendront les demander, mais sous forme de documentation bien sûr. Ce n'est pas eux qui seront les mieux placés pour répondre aux questions, mais je suppose qu'ils y répondront quand même quand on leur en posera. Voilà. Et puis voilà. On essaye de maintenir les partenariats comme les sets de table, et puis être dynamique sur le guide et sur le site internet. Voilà, bon. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais vous laisser, Monsieur le Président va soumettre. Donc, ce que je passe au vote, c'est la participation de 198, c'est ça? Voilà, 198 000. Alors, les taxes de séjour, elle n'a pas augmenté, la taxe de séjour. Il y a eu un débat là-dessus, mais on va voir. Pour l'instant, elle n'est pas augmentée. Alors, qui est pour, contre, voter, c'est 198 000. Qui c'est qui s'abstient? Donc, c'est voté. Voilà, je ne plus qu'en faire un bon usage. Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier. Plus tous les maires. Alors après, soutien de la démarche, un contrat, un logement saisonnier. C'est qui présente ça? C'est M. Barry. Oui, donc, je vais vous donner quelques précisions sur cette délibération, ce soutien. Donc, un contrat, un logement saisonnier. Donc, c'est porté par la mission locale. Et l'objectif principal, c'est de mobiliser les différents acteurs du pays périgournois. Donc les 6 EPCI sont concernés. Donc, comme j'ai dit, de mobiliser les acteurs, c'est-à-dire employeurs, bailleurs, hébergeurs, et les saisonniers. Donc c'est du temps court terme, des logements pour utilisation à court terme ou moyen terme. Donc voilà, donc nous faisons partie également de ces 6 EPCI. Et bien sûr, nous, c'est un peu plus industriel et commercial. Donc c'est plus dans l'intérêt d'attirer des jeunes stagiaires, d'attirer des alternants, voilà, et également bien sûr tous les jeunes salariés embauchés dans nos industries ou commerces de notre territoire. Donc nous serions, c'est pas encore voté, nous serions, comment dirais-je, les facilitateurs pour créer cette rencontre, ces échanges et ce contrat qu'il y aurait entre les salariés et les hébergeurs. Et c'est la mission locale qui rassemble tout ça, qui va fédérer cet esprit.
Donc on me demande de participer à ce projet, mais ce n'est pas du tout financier. C'est uniquement en termes de soutien et de facilitateur, comme je l'ai déjà précisé. Et ça serait également, nous serions également, nous, comité de commune, le relais de ces personnes-là. Donc vous le savez, notre projet principal, c'est bien l'aide aux personnes. Et donc le premier objectif, le premier axe, c'est l'économie. Donc pour attirer les commerces et les industries, et on l'a déjà dit maintes et maintes fois. Et la deuxième partie, l'un ne va pas sans l'autre. Si on a des industries, si on a des employeurs, ben, il y aura des employés, et les employés, il va falloir les héberger. Donc vous savez bien qu'il y a aussi l'habitat, dont je suis en charge avec Romain. Mais il y a également cette deuxième partie qui est de trouver des logements pour tous ces jeunes salariés qui arriveraient sur le territoire et qui seraient des saisonniers salariés, mais il y a également les stagiaires pour nos industries et les alternants. Donc voilà, cette délibération consiste simplement à approuver le fait que la communauté de communes va soutenir cette démarche, un contrat, un logement saisonnier, et porté par la mission locale du Périgord Nord. Voilà, si j'ai des questions et des remarques. Juste pour ajouter qu'il y aura un emploi, parce que là, pour l'instant, effectivement, il n'y a rien à payer. Et il va y avoir une personne qui est recrutée donc, par la mission locale de Sarlat et qui sera chargée effectivement de gérer ce dossier. Voilà. Mais à mon avis, si ça marche, il en faudra plus d'un. C'est pour l'ensemble des 6 communautés de communes. Et ça veut dire qu'il faut recenser l'ensemble des logements qui vont être mis à disposition, qu'il faut recenser, aller voir les entreprises et connaître les besoins des entreprises. Donc ça fait quand même un énorme boulot. Voilà. Donc pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de contribution du monde. Oui, tout à fait. C'est la mission locale qui porte le côté financier, donc le reste, c'est en cours. Il y a des demandes au niveau européen qui sont en cours. Au niveau national, c'est validé. Il reste encore, je pense, dans les quelques semaines à venir, où on attend la mission locale attend des fonds européens. Donc, européen, Pardon. c'est pour un emploi. Oui, il y a un emploi. Tout à fait. Il n'y a rien d'autre. Tout à fait. Et poursuivre cette démarche avec les fonds administratifs qui vont venir, bien entendu. Donc voilà, si vous avez des questions, ça se met dans une démarche globale du territoire, de l'ensemble du pays. Nous, on souhaite, et Francine va s'en occuper avec les autres services, de réfléchir à la réhabilitation de 4 studios qui pourraient être mis à disposition. C'est dans notre local, place Yvon Delbos, où la radio Cristal va est en train de déménager au 3e étage du local de la communauté de communes. Donc ceci se libérant, il y a peut-être la possibilité de faire des logements là-dedans. C'est une éventualité. Et là, voilà. Là ou ailleurs d'ailleurs. Alors, sur l'habitat, l'habitat est un service qui n'est pas si facile que ça. Je n'ai pas l'habitude de passer de la pommade, et Daniel s'en occupe beaucoup, avec Romain Salucci. Alors, c'est pas simple. Il y a beaucoup de changements de personnel, vous passez du temps à en former, et il y a pas mal de dossiers en retard. Donc, ça a été dit qu'il y a des dossiers en attente. Par contre, au-delà qu'il y a des dossiers en attente, il y a 100 dossiers qui ont été réglés, c'est quelques chiffres que j'ai retenus,
Et par rapport toujours à un débat au département, notre communauté de communes représente un dixième, sur les 20 communautés de communes, un dixième des logements qui ont été accompagnés et un dixième du budget général du département. Donc, ce qui prouve qu'on fait bien, malgré tout, notre mission, même si on va trouver pas mal de dossiers de propriétaires qui disent « Vous en êtes, j'ai posé le dossier, où ça en est ?» Voilà ce que je voulais dire. C'est sûr qu'à partir du moment où les administrés attendent de notre part de l'aide, ça, non. Mais il y a également les finances. Et donc, évidemment, ils sont exigeants et impatients. Ça peut se comprendre après. Le service habitat est presque au complet. Vraiment efficace et très actif. Il y a du retard qui est dû à plein de raisons, pas uniquement à notre service. Mais sachez que les agents qui sont conseillers, qui sont en place, même des récents, ceux qui ça fait un mois qui sont là, sont déjà très actifs. Ils prennent vraiment cette mission à cœur. Et le fait de faire des déplacements, d'aller sur place chez les gens, les administrés également sont satisfaits, parce que bien sûr on voit le côté sombre, mais il y a également de belles réussites, dans cette partie-là. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier encore Romain qui pilote ce service. Voilà, c'est intéressant. Et ça contribue. C'est un ensemble par rapport à notre souci, c'est de faire venir des gens, enfin de les faire venir et surtout de les loger, et qu'ils aient les moyens de se loger. Très bien. Allez. Donc je passerai au vote pour cette délibération, donc pour approuver le soutien de la démarche d'un contrat de logement qui est porté par la mission locale Périgord-Noire. Est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie de votre confiance. Alors après, enfance, jeunesse, c'est la convention de gestion des centres d'accueil faite par Léo Lagrange, de Terrasson et de Bad-Paul. Régine? Oui, alors pour mémoire, la compétence gestion et financement des accueils de loisirs sans hébergement de Terrasson à l'Estrade, de Bad-Paul-Danse et ceux gérés par le Centre social intercommunal Passerelle ont été inscrits au sein de la Convention territoriale globale, la CTG, conclue avec la CAF. Pour mémoire également, il y a eu 2 conventions qui ont été signées donc, fin 2023 avec l'association Léo Lagrange, lui confiant la gestion de la LSH de l'Estrade à Terrasson-les-Lieux et de la LSH de Bad-Paul-Danse pour l'année 2023. Donc il y a eu également une délibération du Conseil communautaire en date du 25 novembre 2024, donc très récemment, qui modifie l'intérêt communautaire de la compétence action sociale et les missions confiées au Centre intercommunal d'action sociale dans le cadre de cette compétence. Donc, vous rappelons les 2 conventions entre la communauté de communes et l'association Léo Lagrange qui arrivent à échéance au 31/12/2024. Il convient de les renouveler pour une durée d'1 an. Alors, pour mémoire, ce qui vous est indiqué dans cette diapositive, la LSH de l'Estrade à Terrasson, en 2022, avait bénéficié d'une subvention de 118 796,21, 2023 122 752 et 2024 154 786. Et la capacité d'accueil est passée de 60 à 68 enfants. Et pour Bad-Paul-Danse, en 2022, elle était de 80 595, je vous passe les centimes,
En 23, 82 797 et en 24, 84 012. Donc, le renouvellement de ces conventions vous est proposé et vous propose les modalités suivantes. Pour l'estrade de Terrasson pour une durée d'1 an, le montant de la participation territoire s'élève pour l'année 2025 à 174 762 avec une capacité d'accueil de 68 à 76 enfants. Il y a vraiment beaucoup de demandes par rapport à cet accueil de loisirs. Non, mais on me l'a plus, c'est ça le problème. C'est énorme, tu veux dire? Non, c'est pas assez. Par rapport à 2023, il y a une augmentation de 50 000. Pourquoi? Parce que entre 2023 et 2024, il a été demandé l'ouverture de groupes complémentaires à la Bibliothèque de l'Estrade, un groupe de 8 enfants. Ils sont passés de 60 enfants en termes d'accueil 68. Et on vous propose également de créer un groupe complémentaire, parce que la sécurisation, on passera à 65 enfants. Pourquoi il y a un sursaut plus important entre 2023 et 2024? C'est parce qu'en fait, il y a un animateur en plus. Mais il y avait aussi le poste de direction qui est passé de 8 ans à temps complet. Et en 2025, du coup, il n'y a que l'agent, la direction déjà à temps complet. Voilà. C'est ça qu'il y a un saut plus important sur l'exercice. Voilà. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de refus cet été, à cause des actifs, et donc le principe. C'est une réelle problématique de ces refus. Voilà. La réponse vous va, M. Moulier? Et pour la danse, donc il vous est proposé 78 516. Alors je peux comme vous, mais pourquoi cette baisse? Tout simplement, il y a une légère baisse qui tient compte des investissements antérieurs de petits matériels sur les 3 premières années qui n'existent plus maintenant. Donc c'est voilà. Donc ils vous ont proposé donc. Combien d'enfants Alors, combien d'enfants? Alors, à Badefol, vous avez 12 enfants les mercredis, un groupe de places, pardon. Je parle en nombre de places, pas d'enfants. Et à l'été, c'est un groupe de plus, ça commence à 24, c'est ça. 12 et 24. Mais c'est un vrai succès, hein, parce que quand on a voulu le lancer, c'est bien. Personne n'était pour, il y a eu des réunions houleuses. Pour différents niveaux et personne n'y croyait. Donc ça marche et il n'y a pas assez de place. Donc ça correspond bien à un besoin du territoire. Il faut voir. Un service public. Donc voilà, il vous est proposé d'acter ces modalités de signature de la convention de gestion de l'administration avec la Fédération Léo-Lagrange pour une période d'1 an. Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2025, donc par le SIAS, et d'acter de la même façon ces modalités de signature de la convention de gestion de votre danse, avec la Fédération Léo-Lagrange pour une période de an, du 1er janvier 2025 au 31 2025, ça sera signé donc par le SIAS. Et d'autoriser M. le Président à faire dire et signer toute pièce soit rapportant à cette affaire. Très bien. Donc c'est acté comme ça, M. le Président. Je pense que ce serait difficile d'arrêter ces actions des centres d'accueil de loisirs. Il faut falloir, sans vouloir faire la révolution partout, bon, vu que le centre social de Thonon, on va le récupérer, il y a une réflexion générale à avoir, dont on a parlé tout à l'heure en sieste, sur le fonctionnement de tout ça. Il faudrait, alors, interaction, les locaux sont assez grands, et c'est le problème des éducateurs. On fait des formations avec Léo Lagrange, où on va financer un petit peu le reste à charge des jeunes qui faisaient ces formations. Et ici, à terme, on va réfléchir aux locaux. Voilà. Il va falloir pousser les blocs. Et les budgets qui augmentent. Les budgets augmentent, les dépenses c'est une chose, c'est les recettes qu'il faut voir en face.
Voilà, donc notre Comcom là, aujourd'hui, a son rythme de croisière, pas mal de services qui ont été créés. Il faut faire un peu attention, on ne pourra pas continuer à tout augmenter sans recettes spéciales. Et en ce moment, les recettes spéciales, c'est pas facile à rien chercher. Voilà, donc il faut trouver cet équilibre. En tout cas, ça fait partie d'une des premières de nos compétences, voilà, et que je rappellerai à l'époque sans transfert financier, puisqu'on n'était pas FPU. Et quand on a créé ça, on se l'est payé tout seul, avec vos impôts à tous et vos impôts de la population. Il n'y a pas eu de transfert financier des communes vers la communauté de communes. Et ça fait, là, quand vous additionnez les trucs, on est à 300 000 €. Là. Parce qu'il faut rajouter à cela la mise à disposition des agents communaux. Ouais, on est à 300 000 € et ça, il n'y a eu aucun financement. C'est pris en totalité, les communes n'ont rien donné. Ce qui paraît intéressant aussi, c'est le financement, l'aide au financement des BAFA pour justement permettre aux jeunes de nos territoires d'accéder à une formation qualifiante et qui leur permettre d'être des ressources potentielles pour le centre de loisirs. Ça, c'est important. On a eu le problème l'année dernière de beaucoup d'enfants. Je pense qu'il faut privilégier les familles où les deux parents travaillent. Ah oui, ça c'est un problème l'année dernière. Les deux parents travaillaient, donc pas de enfants. Lorsque c'est complet, on arrête tout. Oui, mais c'est difficile, une fois que les enfants ont été inscrits, de leur dire. Avant d'arriver. Après, comment tu reviens sur les enfants qui ont été inscrits? Oui, mais si tu as d'autres enfants qui arrivent avec les deux parents présents, tu les enfants enlèvent certains, c'est un peu délicat. Donc, essayer d'augmenter la capacité. C'est ce qu'on fait, on augmente et le budget et la capacité. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi, on peut réfléchir un peu à certains prioritaires. C'est pas simple non plus. Chacun est prioritaire pour lui. Bon, allez, on avance, on envoyait par exemple ce matin. Donc, personne n'est contre ces financements, personne s'abstient, donc c'est voté. Alors, Lionel, les grands dossiers assainissement, avec ses mutations et aussi ses difficultés. Bon, je ne vais pas prendre le micro, ça doit aller. Mais on ne parle pas de micro, non plus. Ouais, mais je ne parle pas dans le micro. Donc, une réforme, effectivement, de la redevance agence de l'eau. Vous savez certainement, sur les factures d'eau, il y a une redevance qui est payée à la fois sur l'eau potable, mais aussi sur, je dirais, l'épuration de l'eau. Donc, dans la colonne de gauche, vous avez la situation actuelle. Bon, je ne vais pas tout détailler les redevances. Il y en a surtout une qui nous intéresse, c'est celle qui est tout en bas. Les primes pour performance épuratoire. C'est celle qui, aujourd'hui, est payée par les abonnés qui ont un système d'assainissement collectif. Donc là, les gens payent 25 centimes d'euros actuellement par mètre cube. D'accord? Voilà. De même, ça va changer puisque l'agence de l'eau veut prendre en compte, je dirais, le cadre là qui est tout en haut à droite, un tarif modulé en fonction de la performance des systèmes d'assainissement. Alors, à mon avis, je pense que la philosophie de l'agence de l'eau, c'est d'encourager davantage les collectivités à améliorer les stations, le fonctionnement des stations d'épuration. C'est-à-dire qu'en fait, plus le système épuratoire sera performant, moins effectivement la redevance sera élevée. Voilà. Par contre, les collectivités qui ne sont pas vertueuses, qui ne font pas d'efforts pour améliorer le système épuratoire, eh bien, il faudra effectivement payer plus.
Donc rappelez-vous, 25 centimes précédemment, à partir de 2025, le tarif de base fixé par l'agence de l'eau est à 0,35 € hors taxe par mètre cube. D'accord? Mais ce montant va être modulé par la performance des systèmes d'assainissement. Pas pour 2025, parce qu'effectivement, peut-être qu'ils n'ont pas encore toutes les données pour pouvoir appliquer ça. Du coup, pour 2025, ils vont appliquer un taux de modulation qui est de 0,3. Vous le voyez en bas à droite. D'accord? Auquel il faudra rajouter la prise en compte du taux d'impayé. Pourquoi? Parce qu'avant, en réalité, les redevances étaient reçues par l'agence de l'eau pour les sommes qui étaient, les factures qui étaient réellement payées. Voilà. Demain, ça ne sera pas sur les factures réellement payées, la redevance sera appliquée sur la quantité d'eau utilisée, même si elle n'est pas payée. D'accord? Donc, on nous demande, et je pense que c'est tout à fait louable, de provisionner un certain montant, parce que nous, au niveau de la collectivité, il faudra reverser à l'agence de l'eau, y compris la redevance, sur les impayés. Donc, c'est ceux qui paieront qui vont payer pour les autres. C'est ça, tout le monde a l'habitude, c'est comme ça. D'accord? Donc, dans tous les cas, ça ne représente pas grand-chose. Regardez, on l'a calculé, Nicolas l'a calculé, ça représente 0,01 centime par mètre cube. Bon, c'est pas grand-chose, mais du coup, ça sera neutre pour la collectivité. Hein, voilà, on va provisionner. Donc, pour 2025, donc, vous retenez les 0,35, on va appliquer un coefficient de 0,3, on va rajouter 0,01 centime et on va arriver à un tarif qui sera fixé à 0,1092 € par mètre cube de redevance. Ça, c'est pour 2025. Pour 2026, on ne sait pas. Le problème, c'est que comme on a plusieurs stations d'épuration, que effectivement les performances des stations d'épuration ne sont pas les mêmes dans toutes les communes. Est-ce qu'il va falloir moduler commune par commune ou par territoire? Ça ne va pas être simple. Ou est-ce qu'il va falloir moyenner? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne s'est pas penché sur la question parce que cette délite qu'on vous présente ce soir, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. On n'a pas eu, je dirais que s'ils ont appliqué pour 2025 un coefficient 0,3, c'est que pour le moment, on ne sait pas trop où on va. Voilà. Donc, je pense que c'est mon idée, je ne sais pas ce que Dominique en pense, on n'a pas échangé sur la question, mais je pense qu'on était parti sur un tarif, je dirais, homogène sur le territoire. Il faudra tendre vers ça. Oui, voilà, parce que, bon, le problème des performances des stations d'épuration, si telle ou telle station n'est pas performante, ce n'est pas forcément la faute des abonnés. C'est bien notre faute à nous. Hein, parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens d'investir aussi vite qu'il le faudrait, je dirais, sur cette commune-là. Donc il va falloir qu'on trouve, je dirais, un système pour qu'on soit voilà, équitable. Il y a des endroits où on a investi énormément et c'est les autres communes qui ont investi pour une. Je ne vise encore personne et c'est pas normal que ce soit les autres qui soient encore pénalisés. Ça s'appelle le principe de solidarité. Il ne faudrait pas que ce soit que sur les investissements. Voilà, j'espère avoir été, je dirais, assez clair. Je vous ai résumé cette délibération qui est finalement assez longue. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, mais finalement, on n'a rien à décider, mais juste à appliquer en fait la formule de l'agence de l'eau. Hein, c'est donc de fixer pour l'année 2025, je dirais, une redevance à 0,1092 € par mètre cube, y compris donc les 0,01 € pour les impayés. Voilà. Effectivement, cette somme est encaissée par Veolia la plupart du temps, et puis un petit peu à notre AGUR, reversée à la communauté de communes, et la communauté de communes le reversera à l'agence de l'eau. Voilà.
C'est bien ça, Nicolas? Parfaitement. Merci. Voilà, donc est-ce que je dirais vous êtes du coup d'accord pour qu'on mette en œuvre ce dispositif, en sachant qu'on n'a pas tellement le choix, mais vous avez évité non mais bon, voilà. Mais il vaut mieux qu'on soit informé. Bon. Élément de notre avis, mutualiser me paraît mieux. Oui. Oui. Celles-ci ne sont pas sur les elles ne sont pas concernées. Voilà. Il y a des votes contre, abstention. Je vous remercie. Deuxième délibération, concerne la redevance d'assainissement, qui concerne effectivement les abonnés. Il y a un petit changement qui va dans le bon sens pour la communauté de communes pour une fois. Alors, on avait fixé, vous vous rappelez, un tarif unique, et je pense que c'est bien, parce que qu'on habite sur la communauté de communes, à partir du moment où c'est qu'on a le service, on paye la même somme. Donc c'est 132 € d'abonnement par an, plus 1,65 € par mètre cube. D'accord? Voilà. Donc pour les communes qui sont en régie, effectivement, pour cette année, on n'augmente pas le tarif, il reste effectivement toujours le même. Il faudra peut-être qu'on se pose la question à l'avenir, parce que le budget assainissement est très tendu, donc peut-être qu'à un moment donné, on sera un peu obligé de faire évoluer cette redevance. Le seul changement intervient pour les communes qui sont en délégation de service public. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement, vous savez, une actualisation des indices. Alors, les années précédentes, l'énergie avait beaucoup augmenté, et donc ces indices, je dirais, qui sont dans la formule d'actualisation du fermier, faisaient que la part du fermier augmentait. Mais comme au niveau de la communauté de communes, on voulait un tarif unique, du coup, la part collectivité, mécaniquement, diminuait du même montant que l'augmentation de la part du fermier. Bon, cette année, le coût de l'énergie a baissé et l'inflation est un peu moins forte qu'elle a été. Du coup, je dirais la part collectivité va augmenter et la part du délégataire va baisser. C'est mécaniquement en appliquant la formule d'actualisation. Pour mémoire, l'année dernière, donc la part collectivité, c'était 58,92 € et elle va passer à 61,24 €. Voilà, donc il y a une petite augmentation de 3,70 €, ce qui n'est pas net. Et la part du fermier, du délégataire, va baisser puisqu'elle était à 73,08 € et elle redescend à 70,76 €. Voilà, c'est un rajustement, effectivement. Alors, nous, on en profite. L'année dernière, on avait perdu, hein, donc on va récupérer un peu ce qu'on avait perdu. Voilà, donc voilà un petit peu ce petit changement. Pour les abonnés, ça ne change rien du tout, hein, puisque effectivement le tarif reste le même. Voilà, donc il vous est demandé de prendre acte des montants de la redevance d'assainissement collectif à compter du 1er janvier prochain et d'autoriser M. le Président à faire et signer effectivement tout acte en relation avec cette affaire. Voilà, pas de vote contre, un acte, mais il y a un vote quand même. D'accord, il y a un vote, donc pas de contre, pas d'abstention, et bien je vous remercie. Voilà, c'est tout pour l'assainissement. Pour ce soir. Aménagement, donc il y a modification simplifiée, plus de Passaillac. Bertrand. Oui. Avant, je voulais dire, on a eu une commission avant, ici, dans le même lieu, hein, concernant l'aménagement des défenses incendies dans les communes. On l'a oublié plusieurs marques. On a traité 23 dossiers encore, M. Malo, c'était bien 23 dossiers, et que ce jour, on a 25 communes qui ont déjà été aidées. 25 communes. Il y avait 23 dossiers aujourd'hui, il y a 25 communes au total qui ont été aidées. C'est-à-dire qu'on avance bien. Si tous les coups de la première année, on avait dépensé que
10 000 euros sur les 50 000 euros qu'on avait voté en conseil communautaire. Donc on avait rajouté cela dans les années futures. Et là, on est à 5, donc il ne restera que 10 000 euros. On rajoutera également, pour monter à 60 000 euros, les fonds concours de l'année 2025. Voilà, il faut s'en féliciter. Je pense qu'on avance, on avance, même si on sait que ça sera long et difficile pour certains petits territoires ruraux. Voilà, pour ce qui concerne cette approbation, bon, vous connaissez maintenant le principe, c'est pas la première fois, c'est l'approbation de la modification simplifiée. Donc pour mettre la commune de Pasaillec dans le cadre de la loi Macron, voilà, c'est-à-dire permettre les extensions qui n'étaient pas permis dans les PLU qui ont été faits dans les années 2012-2013. Et en même temps, répondre à une demande de la commune de Pasaillec d'une modification du PLU concernant les constructions et les aménagements, en particulier dans les zones économiques. Voilà. Est-ce que techniquement, vous voyez d'autres choses à dire, M. Malo? Voilà, non. Ça convient, M. le maire de Pasaillec? Oui. Bon, ça lui convient. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci beaucoup. Ressources humaines, tableau des effectifs. C'est le maire Pasaillec. Donc, il est proposé la suppression des postes suivants. Je vais commencer par là. Donc, le poste d'attaché, responsable de projet de service, 35 heures, catégorie A. Donc, il y avait 1 en effectif budgétaire. Donc, mutation au 1er décembre. 1er décembre 2024. Le rédacteur principal de deuxième classe, c'est la structure des ADS, temps hebdomadaire 35 heures, la catégorie B. Donc, mutation en 2022, donc elle est partie à un moment. Rédacteur chargé d'études, planification cartographe, PLUI, donc c'est pareil, 35 heures, catégorie B. L'effectif n'est pas pourvu, donc il y a rien. Voilà. Adjoint administratif, stagiaire, agent d'accueil, maison de santé, donc c'était 35 heures, catégorie C. Un passage de 1 équivalent temps plein à 1 demi-équivalent temps plein. L'inverse, c'est l'inverse. Bon, on va faire. Et l'adjoint technique principal deuxième classe, donc titulaire 35 heures en catégorie C, c'est le poste créé au tableau et qui n'a jamais été pourvu. Donc après les postes à créer, je pense que je vais surtout lire de la ligne jaune. C'est ça. Adjoint administratif, donc stagiaire chargé à accueil et agent en service. Donc temps de travail hebdo à 35 heures, catégorie C. Donc l'effectif budgétaire elle correspond bien à 1, l'effectif pourvu 1 et équivalent temps plein 1. Voilà. Je pense que pour le reste, il n'y a rien de changé. Je ne vous lis pas toute la grille. On va passer au totaux. Donc en effectif budgétaire, il y avait 32 agents inscrits. En effectif pourvu 30, qui nous donne en équivalent temps plein 27,81. Alors, au conseil communautaire du mois de juillet, vous avez créé un poste à temps complet pour la maison de santé de votre sport. Vous avez finalement du poste à 8 ans, mais du coup on va maintenir le temps complet à la maison de santé de votre sport. Donc en fait, la suppression qui est proposée du poste à temps complet pour créer un poste à 8 ans, on propose de maintenir le poste à temps complet. Donc on restera à 28-31. On supprimerait le poste attaché, les 2 postes de rédacteur et le poste d'agent administratif. Et on porterait l'effectif de la Concom à 28,31 au lieu de 27,81 inscrits sur votre document.
Oui, bien sûr. Des questions peut-être? Bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, pour compléter les propos de M. Dumonté, vous remarquez qu'au 1er janvier, vous aurez des effectifs de la Corcom en hauteur de plus ECP. En 2020, au début du mandat, c'était 17 TP qui existaient en entreprise effective. Donc, il y a eu quand même 11 créations de postes en net. Cela vient d'une conséquence que vous avez arrêtée, c'est un principe égal un mode de gestion. Du coup, nous avons plusieurs compétences qui étaient donc portées à la fois par la Corcom ou déléguées des associations. Je prends l'exemple des postes créés pour France Service. Vous avez créé 3 espaces France Service. L'intégration, le bus itinérant et la reprise d'autonomes autofond. L'État impose 2 agents par structure pour avoir le label. 3 structures x 2, ça fait 6 agents créés, total aux effectifs. Mais ce n'est pas pour abonder les services, ce n'est pas pour recruter, c'est pour pouvoir créer de nouveaux services. Vous n'êtes pas venu créer des postes pour étouffer les missions déjà existantes. 6 postes créés pour France Service. Mais à net, dans l'Interco, on n'en a créé que 4. Parce que jusqu'à maintenant, l'Interco versait une subvention au centre social. Et les effectifs étaient détenus par le centre social. Vous avez repris l'activité, au lieu de donner une subvention au centre social, on garde l'argent pour financer des postes en régie dans la collectivité. Mathématiquement, vos 2 ETP basculent du centre social dans l'Interco. Donc c'est ce principe de mode de gestion, une compétence égale un mode de gestion qui conduit à faire évoluer vos ETP qui jusqu'à maintenant était un peu lié d'infrastructure. Je reprends l'exemple de l'habitat, 4 postes créés, il y avait des postes qui à l'époque étaient financés par l'Interco par subvention dans le cadre de Périgord Noir Rénov'. Vous avez arrêté le principe de faire une unique à la Corcom, forcément les effectifs se retrouvent chez nous, à la Corcom, mais on ne finance plus par subvention des structures associatives ou d'autres syndicats. Voilà. Donc, mathématiquement, ça fait augmenter les ETP et qui ne sont plus dilués dans des structures satellites. Elles sont au sein de la collectivité. Et cette année, on aura vu quand même la suppression de 2 postes de cadre attachés et attachés principal dans les services pour faire face à l'évolution de Très bien, donc je rebondirai un peu là-dessus tout à l'heure par rapport à ce qu'il vous a expliqué. Comme on est sur les fonds de service, l'État qui est subventionné pendant 3 ans, c'est ça? Non, tout le temps. Alors, tout le temps. Il nous donne 50%. Il nous donne, alors c'était 30 000 € jusqu'à maintenant par structure, il passe à 40 000 € par structure par an, et un petit but de porter à 58 000 € la subvention. Et la contrainte que j'y vois, c'est que l'arrêté d'attribution est annulée. Oui. Et c'est pérenne, théoriquement. En théorie, c'est pérenne. Ils ne te disent pas, au bout de 3 ans, vous les paierez tout seul. France Service, ça coûte dans les 230 000 € par an, et l'État nous donne à peu près 100 000. Il nous reste 130 000 à payer. Donc c'est un service qui est très, comment dire, très bien, qui rend vraiment service, mais il coûte quand même 130 000 € par an. Alors, l'information ouais, redis-le, ça va le président a pris des décisions qui vous communiquent, notamment suite à la commission qu'il y a eu tout à l'heure. C'est la commission qui a décidé, c'est la commission des fonds de concours auprès des communes pour la défense incendie. Donc, comme l'a dit M. Cagnard, c'est 23 dossiers qui ont été accompagnés pour 43 000 € de fonds de concours. Le plus d'aller sur le militaire. Alors après, moi j'ai dans les questions diverses, j'ai 2 informations à vous donner.
Une officielle que la presse peut prendre et une après plus entre nous. Et on a le droit de dire que le conseil communautaire est terminé et que je peux vous parler hors conseil communautaire. Donc, ça n'a rien d'illégal et ce n'est pas une atteinte violente à la démocratie. Voilà. Donc, dans ce qui est public, nous avions décidé, il y a, je parle de mémoire, donc la délibération, il y a une date précise que tu peux donner, que je dois avoir dans un de mes dossiers, mais c'est pas la peine que je sorte mon dossier. On avait décidé de faire évoluer la CFE concernant ceux qui n'étaient pas dans le cas général de la CFE. La CFE, c'est ce qui a remplacé la taxe professionnelle. Il y a CFE et CVAE. Voilà. Donc, la CFE est une base qui est calculée en collaboration avec différents critères pour l'ensemble des entreprises et certaines qui ont peu de locaux commerciaux, qui ont une valeur locative faible, ne sont pas au régime général de la CFE. Et ceux-ci, ils ont le même taux que les autres, mais à partir d'une base minimum qui est fixée par la communauté de communes. Donc, tout à l'heure, ça a été dit, France Service plus 130 000, Politique Habitat plus 250 000. Vous avez voté sur l'économie, on est passé de 100 à 150 et à 200 000. Qui ont été distribués sur l'ensemble des activités artisanales, commerciales, des entreprises de moins de 10 personnes, donc c'est les petits. On a distribué 200 000 € cette année, et l'année prochaine, il faudra en mettre encore plus. Alors, dans les 200 000, il y a 50 000 aussi qui proviennent des plans de revitalisation et des plans en rebond suite aux papeteries de Condat. Pour être à la table, et certaines entreprises ont été très bien financées sur des gros projets d'investissement, mais il a fallu les soutenir, car certes, c'est ici, au Lardin et sur notre communauté de communes, que ce désastre économique a eu lieu, mais on était nombreux autour de la table, depuis le nord du département jusqu'au sud du département, à vouloir récupérer l'argent qui venait de l'État. Donc il a fallu qu'on s'y batte pour expliquer que la priorité c'était le Lardin et notre territoire qui devaient bénéficier de ces aides aux entreprises. Donc il y a 4 ou 5 entreprises de notre territoire qui en ont bénéficié et 2 du Sarladé, je crois, de mémoire, vous connaissez peut-être mieux que moi. Alors je ne peux pas donner les noms, là ça ne sert à rien, mais il y a eu des investissements très importants sur des petites communes où c'est plusieurs millions d'investissements qui sont faits par l'entreprise, donc qui ont été accompagnés, sans ça, ça ne se serait pas fait. Voilà. Donc, pour être à la table, on a mis 50 000 € qui seront donnés aussi à des entreprises. Et le fait qu'il y ait le plan de revitalisation, ça a permis au commerce, certains de se créer, car il y avait chaque emploi créé 5 000 €, c'est ça la somme? Et lorsque c'était une personne licenciée des papeteries, c'était 7 000. Donc voilà à quoi sont servis ces 200 000 €. Donc ces 3 services nouveaux qui ont été créés. Alors, Régine ne voit aucune attaque perfide de ma part, mais tout le monde sait que le département a des difficultés, car aujourd'hui il ne peut plus prélever l'impôt, il n'y peut rien si l'État, le social, est fixé par l'État et il faut qu'il paye, et que les recettes diminuent. Donc c'est le fameux effet ciseau du département. Nous on a encore la chance, pas partout, puisque la CVAE est fixée d'une façon globale, on ne peut plus l'augmenter. Et le paradoxe, quand on fait une zone d'activité, les seuls qui y gagnent, c'est la commune qui touche du foncier bâti sur le terrain qu'on construit. Mais la viabilisation est pour nous et la CVAE est bloquée. Alors
après on a de la CFE, mais voilà. Et on a voté, vous avez voté au dernier conseil communautaire qu'on demandait d'être toujours ex-ZRR, aujourd'hui c'est FRR, mais la différence d'avant, c'est que les exonérations de CFE, je crois beaucoup de CFE, et l'impôt sur le revenu, jusqu'à présent ZRR, étaient compensés par l'État. Aujourd'hui, on a pris la dérive, mais elle n'est plus compensée. Et on touchait 80 000 € par an, quand même, de compensation. Donc, là aussi, c'est les retombées pour les entreprises de moins de 10 salariés, qui, quand elles s'installeront, seront exonérées de CFE pendant 5 ans. Donc, on a présenté un dossier l'année dernière qui était de augmenter de façon importante, on ne va pas le cacher, les bases minimales de CFE. Du minimum qui était possible, on est passé au maximum des bases minimum. Ce qui venait, alors, Nicolas va vous donner tous les chiffres et toutes les explications, mais aujourd'hui, ce que je vous donne, c'est quelques éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, pour expliquer que les gens payaient les plus bas 200 €, même 167, je crois. 140 €. Ouais. Ils payaient les plus bas entre 150 et 200 €, et les plus hauts payaient 1500 €. 1500 €, c'était les cabinets d'avocats, les cabinets de médecins, les cabinets de vétérinaires. C'était les gens qui avaient quand même un certain chiffre d'affaires et qui avaient peu de surface. Donc, ils étaient en valeur locative. Mais Roland, qui est honnête, va le dire comme moi. Moi, je suis passé, lorsque la taxe professionnelle a été supprimée, je suis passé de 20 000 € à 3 000 €. 10 fois moins, c'est ça. Et le médecin, il s'y présente pareil. Donc, tant que on arrivait à avoir des compensations, on a laissé le minimum. Ce coup-là, vu tout ce qu'on a créé, on s'est dit, ça nous paraît le moins juste, c'est ne pas augmenter le taux de tout le monde, ni le foncier bâti, c'est d'aller chercher de l'argent sur les professions de moins de 10 salariés qui étaient taxés de façon modeste, je le dis, ou modique, comme vous voulez, et qui variaient entre un peu moins de 200 € jusqu'à 1500 €. Aujourd'hui, en prenant les bases, le maximum des bases minimum, on est entre 600 € et 2500 €. Alors c'est sûr, celui qui est passé de 1000 € à 2005, il a crié au scandale, parce que c'est une augmentation très importante. Et celui qui de 200 est passé à 1200, encore plus. C'est que les gens se disent. Oui. Ça a été multiplié par 3. Ouais, c'est ça. Plus que ça. Il y en a 8 et il y en a. Alors, nous on dit que c'est pas multiplié, c'est qu'on a donné une taxation à une catégorie qui était très peu fiscalisée jusqu'à présent. Et ceux qui payent 2005, c'est les cabinets qui ont plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, je pense qu'il faut réserver un peu. Alors, on a fait jusqu'à. Alors, le téléphone a sonné, ça, il n'y a pas de problème. Et j'en ai pris plein les oreilles quelques fois. Sur l'ensemble des gens que j'ai eu au téléphone, ou qu'on a réunis. On a fait une réunion un peu chaude à Tenon. Maintenant, ils ont le droit de m'engueuler, si vous connaissez bien. Donc, ils ne m'ont pas économisé. Après, on a fait une itération où ils venaient avec un petit peu de motivation de certains qui ont dit que ce n'était pas la mairie, mais que c'était la Concorde. Voilà, donc ils arrivaient très motivés. Bref, et il nous reste la réunion au front qu'on fait mercredi. Donc les 98% des gens que j'ai eu au téléphone ou en réunion, et vous-même les terrassonnés, apparemment, ont bien compris notre système, et même s'ils n'ont pas dit continuez, ça nous fait du bien que vous augmentiez,
ils ont à peu près compris pourquoi on avait fait ça et pourquoi on avait ciblé là. Voilà. Et on a bien expliqué aussi que lorsque, au début, avant qu'on soit en FPU, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qu'on a pris, on l'a pris sans transfert de fiscalité des communes. Et donc, il y a certaines grosses communes qui ne payent plus l'office du tourisme, vous avez vu le montant, ils ne payent plus la politique en France des centres d'accueil et de loisirs, vous avez vu les montants. C'est eux qui ont eu le plus de retombées de notre fonds de 200 000 euros. Voilà. Donc, on a expliqué tout ça, et à tel point qu'on nous a dit au bon moment, mais on ne savait pas, mais si vous nous dites ça, à quoi sert la mairie? Alors on a dit, on n'a pas été méchants, on a quand même dit, la mairie, ça sert quand même. Il y a beaucoup de choses que les mairies font. Mais tout ça, c'est plus eux qui payent. Donc, au lieu de nous cibler, parce qu'on a augmenté la CFE, il ferait mieux de baisser leurs impôts de tout ce qu'on fait pour eux. Voilà. Et ils sont partis, ça avait l'air d'aller à peu près. Mais malheureusement, ils étaient 20 ou 25, il y a une grande majorité qui n'était pas là. Donc, on vous fait confiance pour essayer d'expliquer pourquoi on a fait ça. Parce qu'il fallait bien trouver un peu d'argent. Si on ne peut pas faire que des dépenses sans recettes, sinon on arrivera à un moment où on ne pourra plus rien faire. Et là, j'ai un ange gardien à ce niveau-là qui est assez rigoureux, qui a bien dit que tout ce qu'on crée, il fallait une recette en face. Pour garder notre autofinancement qui est de 250, qui est de 500 000. Mais dans les 450, mais dans les 450, il y a des choses qu'ils ont payées. Donc une fois qu'on a tout payé, il reste pas grand-chose. Voilà. Donc voilà l'explication. Et ces gens qui avaient été un peu cornaqués en disant c'est toujours la Comcom qui augmente la fiscalité alors que nous on la baisse, on a démontré que c'était un discours qui ne tenait pas la route, ils ont été d'accord. Et c'est là, pour revenir aux effectifs, qu'on leur avait dit, mais regardez, cette communauté de communes, non seulement ils augmentent les impôts, mais ils augmentent le personnel. Et c'était marqué, ils sont passés de 17 à 27. Voilà. C'était marqué. Donc, la question qu'on nous a posée, voilà, et on a répondu que les 10 emplois de plus, c'est ce que vient de vous dire Nicolas, qui sont des services qui sont rendus à la population et qui, des fois, étaient payés autrement. Voilà, voilà pour la CFE. Alors, on a aussi... Alors ça, c'est les arguments que l'on avait et pourquoi j'assume de vous avoir présenté ça et pourquoi on a tous voté. Par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, qui pour eux, 1 000 euros, c'est beaucoup. C'est vrai. J'en ai, et ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Donc, on a vu, quand la préfète a été installée, j'ai rencontré Bianchini, le directeur de la DGFIP, et je lui ai demandé que si les gens demandaient un échéancier, ils le fassent en 3 fois, même pour 1 000 ou 1 500 euros, qu'ils le fassent en 3 fois. Si ce n'est que, ça c'est encore un discours qui n'est pas si facile que ça à mettre en application, parce qu'il y en a plein qui sont en prélèvement automatique. Donc quand ça a été prélevé, ils ont 1 000 euros qui est parti dans le mois et qu'ils n'avaient pas prévu. Voilà. Bon, voilà pour la CFE.